Chers téléspectateurs, salut. Bienvenue à l'école du leadership. Il vous souviendra que nous avons entamé la session 1 sur la gestion des conflits. Au cours de cette session, nous avons brièvement dit qu'un conflit n'est pas forcément négatif, qu'un conflit n'est pas forcément violent, qu'un conflit est inévitable et que de toutes les façons, un conflit ne doit pas nous paniquer. Mais un conflit nous permet de nous déployer. Et aussi, nous avons vu au cours de cette session les 5 méthodes de résolution des conflits avec une variante 6e qui est la combinaison de ces 5. Alors, j'espère que plus nous allons avancer, plus vous allez recevoir des outils qui vous permettront de pouvoir donc vivre en harmonie avec votre environnement malgré les conflits. Aujourd'hui, nous sommes donc sur la session 2, toujours la gestion des conflits. Et il faudrait déjà entamer cette session en se disant que si vous voulez résoudre un conflit, il faut créer une atmosphère efficace. James est donc cet homme qui a dit, toutes les fois que vous êtes en conflit avec quelqu'un, il y a un facteur qui peut faire la différence entre détériorer et améliorer votre relation, c'est l'attitude. Alors, l'atmosphère positive crée un fort début dans le processus de résolution de conflit. Vous voyez, souvent, quand on arrive pour résoudre un conflit, on commence par des causeries banales, on essaye d'échanger, de faire rire, de détendre l'atmosphère. C'est pour arriver à un résultat. Donc, créer l'atmosphère dépend du médiateur, mais aussi ça doit être un effort de la part des deux parties. Donc, si vous avez un conflit avec quelqu'un, votre attitude peut soit détériorer vos relations davantage dans ce conflit, ou bien l'amener à comprendre que le conflit ne doit pas vous détruire. Donc, faire un effort sur le plan de l'attitude. Dans la gestion des conflits, que vous soyez médiateur ou que vous soyez une des parties, il faut neutraliser les émotions. Vous savez, souvent, dans les problèmes, je connais un homme politique qui a l'habitude de dire, quand on enlève les émotions d'un problème, le problème est pratiquement résolu. Donc, il faudrait faire en sorte que nous ayons des sentiments normaux. Il faudrait faire en sorte que nous puissions être capables, de manière lucide, de reconnaître les racines, les causes racines du conflit, et que nous fassions en sorte que nous puissions aussi identifier la manière de résoudre le problème. La manière de résoudre le problème peut peut-être nous appeler à faire venir d'autres personnes ou aller nous enquérir d'autres informations ou bien à chercher des éléments requis, parce que vous vous souvenez que nous avons dit pour prendre une décision, il y a toujours les requis, il y a toujours la récompense, il y a toujours le rendement. Donc, nous devons faire en sorte que les émotions soient neutralisées. Parce que si les gens sont encore sous le choc, si les émotions ne sont pas neutralisées, nous risquons de résoudre superficiellement le problème, sinon nous risquons d'être envahis par la manifestation des émotions à ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fixer les règles. Quand vous êtes installé, vous êtes assis pour résoudre le conflit, il faut fixer des règles. La première chose, c'est que les règles que vous allez fixer doivent être développées et acceptées par les deux parties. Voilà comment nous allons procéder. Voilà comment ça va se passer. Tel va parler. Pendant que l'un parle, l'autre ne doit pas l'interrompre. Tel va parler. Et chacun de nous est libre de dire ce qu'il doit dire, mais en respectant les deux parties. Donc, vous fixez des règles qui sont acceptées par les deux parties. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est qu'il faut que les règles soient le plus positives possible, que les règles ne puissent pas replonger les différentes parties dans ce qu'ils ont vécu, si vous êtes médiateur. Il faudrait aussi que les règles soient équitables pour les deux parties. Il ne faut pas que dans les règles, on sente déjà que vous avez une partie qui est prise. Les règles doivent être exécutoires. Donc, pendant que les deux parties ont accepté que vous devez commencer la séance, les règles doivent être exécutoires et donc être observées. Ces règles peuvent aussi être modifiables. Plus on avance et qu'on se rend compte que ça ne nous aide pas, on peut modifier. On peut s'accorder à dire, bon, écoutez, au début, on s'est dit, chacun parlera 20 minutes, mais là, on se rend compte et on peut changer. Et enfin, ces règles parfois peuvent être même écrites et affichées pour rappeler aux deux parties que nous avons un principe, c'est d'atteindre un résultat et pendant que nous voulons atteindre ce résultat, il n'y a pas de distraction possible.
Dans les aspects démarche, il faut savoir choisir l'heure, il faut savoir choisir l'endroit. Vous devez minimiser les distractions quand vous abordez le problème. Parce que vous savez, le conflit là peut-être a affecté l'une des parties dans son très fond. Alors pendant que vous êtes dans la résolution, il faut minimiser les distractions. Les distractions sont peut-être en entrée matière de la séance, mais quand vous commencez, il faut minimiser les distractions. Il faut aussi savoir être conscient que vous devez vous entendre sur une durée, la planification. Peut-être que ce n'est pas en une séance que le conflit va être résolu. Alors, il faut être conscient de cela et il ne faut pas en abuser au risque de faire tomber les résultats dans l'eau. Et ensuite, rappelez-vous permanemment en tant que médiateur, si vous voulez résoudre un conflit, vous devez être neutre. Être capable de dire à chacun. Si vous avez été capable de dire à l'une des parties ses défauts, soyez capable de le dire aussi à l'autre. Ce que vous avez comme vérité, vous devez être capable de le répercuter aux uns et aux autres. Donc, voilà déjà dans la partie atmosphère. Il y a la démarche, il y a les règles, il y a l'atmosphère, il y a le process qui doivent donc être, encore une fois de plus, qui doit faire l'objet d'une grande attention. Comment créer une compréhension mutuelle? Parce que souvent les conflits naissent du fait que les gens n'ont pas la même compréhension des situations, des contextes ou des problèmes. Donc il faut essayer, n'est-ce pas, examiner comment est-ce que vous allez créer une entente mutuelle pour jeter les bases d'une solution gagnant-gagnant. Comment on va trouver des solutions pour que les deux parties se sentent gagnant-gagnant? Et là, il faut que les enjeux soient expliqués. Il faut que les gens comprennent et qu'on a une bonne lecture du problème qui nous oppose. Alors, pendant que vous parlez de la compréhension mutuelle du problème, faites la différence entre les désirs de chaque partie et les besoins de chaque partie. Un désir n'est pas un besoin. Le désir peut être parfois momentané et passager. Le besoin peut être naturel et profond. Donc, il va falloir trouver une distinction. Quels sont les désirs, n'est-ce pas, de chaque partie? Et quels sont aussi les besoins de chaque partie? Quand vous allez donc, une fois de plus, identifier cela, vous allez comprendre que il y a une question subsidiaire qui va se poser à vous. Les besoins de l'adversaire, les désirs de l'adversaire. Qu'est-ce qui est le plus important pour eux et qu'est-ce qui est le moins important pour chacun d'eux? En échangeant, vous devez avoir un canevas, vous devez poser des questions, de sorte que vous devez vous apercevoir du désir de chacun, du besoin de chacun, du plus important de chacun, du moins important de chacun. Parce que parfois, si vous ne le cernez pas, vous risquez de passer du temps dans le non essentiel, dans le moins important, et ils risquent d'être frustrés parce que leur attente, c'est sur les choses les plus importantes. Donc, en tant que médiateur, vous devez travailler à cela. Alors, qu'est-ce que nous voulons en tant que médiateur? Ne pas sauter aux conclusions, chercher les causes racines, ou bien maîtriser le problème. Parce que souvent, le problème n'est pas ce qu'il semble être montré à l'âme. Parfois, vous avez l'impression que c'est ça, mais quand vous discutez, vous vous rendez compte que le problème, ce que vous avez compris là, c'est peut-être juste la manifestation, l'aspect secondaire, mais le problème est à un autre niveau. Parfois, même les concernés qui sont avec vous ne sont pas réellement les concernés du problème. Ils ont été parfois les boucs émissaires ou parfois ils ont joué le rôle des gens qui ont voulu anticiper ou désamorcer les crises des autres aussi. Donc, il faut se poser la question et il ne faut pas sauter aux conclusions tant que vous n'avez pas une bonne compréhension. Et quand vous avez l'impression que vous avez compris le problème, posez le problème pour voir est-ce qu'ils ont la même lecture que vous, la compréhension mutuelle. Nous sommes en train d'approfondir cette session qui nous parle de la compréhension mutuelle. La première démarche, je dis dans cette session, c'est de créer une atmosphère efficace. La deuxième démarche, c'est la compréhension mutuelle. Qu'est-ce que
les gens veulent? Qu'est-ce qui est plus important pour eux? Qu'est-ce qui est besoin chez l'un? Qu'est-ce qui est besoin chez l'autre? Qu'est-ce qui est désir chez l'un? Qu'est-ce qui est désir chez l'autre? Et ne prenez pas le risque de vouloir aller directement à la conclusion. Maintenant, le troisième niveau de cette session, c'est de dire, il faut qu'on se concentre sur les besoins individuels et communs. Vous voulez résoudre le problème, mais vous devez vous concentrer, puisque vous avez dans la deuxième démarche, la deuxième partie de cette session, vous avez appris à cerner les besoins et les désirs. Maintenant, focalisez-vous sur les besoins, parce que les désirs sont temporels, les désirs sont passagers. Donc, focalisez-vous sur les besoins et posez-vous la question, quels sont les besoins individuels et communs de chaque partie? C'est ce qui va vous aider à trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on appelle terrain d'entente? C'est de trouver quelque chose en commun. C'est de construire la bonne volonté. C'est de comprendre les positions. Un terrain d'entente, quand on a un terrain d'entente, c'est qu'on connaît les positions des deux. Quand on est à un terrain d'entente, c'est qu'on a trouvé quelque chose de commun qui semble déjà commencer à relier les deux parties. Un terrain d'entente, ça veut dire qu'on est déjà d'accord qu'à partir de là, il y a une bonne volonté d'aller vers la solution. Alors, vous devez construire une énergie positive et une bonne volonté. Alors, quels sont les éléments de l'énergie positive et de la bonne volonté? Il y a la bonne attitude. Restez positif et ayez une bonne attitude vis-à-vis des deux parties. Ensuite, créez les éléments qui sont recevables. Ne demandez pas des choses qui sont irrecevables. Ne les provoquez pas. Ne profitez pas de l'occasion pour régler d'autres problèmes que vous avez avec l'une des parties. Alors, il faut aussi, je dirais, cadrer les choses positivement et essayer de garder les émotions de vos déclarations. Soyez naturel, soyez posé. Parce que vous voulez construire une énergie positive. Vous voulez vraiment les tirer vers la destination. Parce que vous avez déjà dépassé le cap de la compréhension commune. Alors, ayez une bonne attitude. Soyez respectueux, soyez sage. Les mots que vous utilisez, vos gestes, soyez quelqu'un qui a une bonne attitude. Créez aussi les éléments qui sont recevables. Les éléments qui sont recevables par les deux parties. Cachez ou cadrez les choses positives. Et puis, essayez de garder les émotions dans les déclarations. Essayez de garder les émotions. Que vous soyez le plus naturel. Qu'on ne sente pas que vous êtes dans la manipulation. Nous avançons pratiquement vers la fin de notre session. Pendant que vous résolvez un problème, considérez que vous êtes en train de renforcer votre partenariat avec les deux parties. Le crédit de confiance qui vous a été accordé doit vous permettre de comprendre que vous êtes partenaire. Et donc, à la première séance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer déjà de former ces deux parties. Parfois, vous voyez, vous prenez le temps pour les rencontrer individuellement. Vous êtes en train de les travailler, vous les équipez, vous les formez, vous essayez de les déstresser. Et ça, c'est déjà dans les premières rencontres que vous avez. La deuxième chose que vous essayez de faire, c'est de prendre d'assaut. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend d'assaut? C'est qu'on essaye de découvrir les différences dans les deux personnes. Vous prenez d'assaut, vous faites un audit, vous essayez de faire une introspection, vous essayez de faire une infiltration pour découvrir les caractères des uns et des autres. Et tout cela, parfois, ça prend du temps en amont avant d'arriver à la séance où vous mettez les deux parties ensemble. La troisième étape, c'est que vous essayez aussi de neutraliser. Après avoir découvert les similarités, il faut neutraliser les choses inutiles. Parce qu'en échangeant, vous neutralisez déjà les choses inutiles. Ensuite, la dernière étape, vous devez maintenant aller dans l'accomplissement. C'est de travailler ensemble. Dans un processus de résolution de conflit,
vous êtes aussi dans un processus de renforcement de votre partenariat. Essayez de profiter pour former les deux parties. Essayez aussi de déceler les différences chez les deux parties. Essayez de neutraliser les choses inutiles dans les deux parties. Et essayez de travailler ensemble pour obtenir le résultat et que chacun se sente encore une fois de plus attiré, impliqué et considéré. En fin de compte, nous rappelons simplement les paroles de nos sages. Ils sont 3 et nous les avons cités. William Ellery a dit ceci: les difficultés sont destinées à éveiller et non à décourager. L'esprit humain est rendu fort par les conflits. Ne l'oubliez jamais. Les difficultés doivent éveiller votre potentiel et non vous décourager. Madame Esther Harding a dit ceci: le conflit est le début de la conscience. Vous venez d'être choqué. Ça veut dire que vous avez commencé à prendre conscience de quelque chose. Alors, gardez votre calme et vous allez comprendre encore mieux. Ne vous agitez pas. Ne paniquez pas. Le dernier sage, Karl Buchner, a dit: ils peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Alors, les attitudes, les gestes, les manières contribuent énormément à la gestion du conflit. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, que les conflits sont inévitables. Dans la résolution du conflit, il faut créer une atmosphère positive. Dans la résolution du conflit, il faut avoir une compréhension mutuelle du problème. Dans la résolution du conflit, il faut donc canaliser et créer une énergie positive, aller vers les solutions. Votre détermination permettra de trouver les solutions. Nous espérons que vous avez encore appris quelque chose pendant cette session. Et nous allons continuer sur la prochaine session avec la gestion des conflits sur de nouvelles dimensions. À bientôt.